parce qu'ils sont sans utilité là-bas. Ils pensent pouvoir être utiles pour l'encadrement en allant dans le matin. Nous, on les endoctrine plus facilement en tout cas. Bon, ça c'est les conséquences de ce qui nous arrive malheureusement. Et l'université de Ziguinchor, vous savez qu'il a été conçu initialement, c'est malheureusement toujours après des choses, des incidents graves comme le naufrage du Diola qu'on a pensé à construire l'université de Ziguinchor, ce qui est... Moi, j'avais trouvé ça très aberrant qu'on n'ait pas pu construire cette université depuis plus longtemps. Malheureusement, sa vocation qui était initialement d'abriter les jeunes étudiants en Casamance pour éviter qu'ils ne s'éloignent de leur foyer, et c'est complètement perdu. Aujourd'hui, tu trouves plus de 80% de gens venus du nord Sénégal, de l'est du Sénégal, à l'université, en fonction maintenant des termes de référent, vous le savez, maintenant à l'université, il n'y a plus de frontières. Donc, et même l'encadrement, la plupart, c'est des gens qui nous viennent du nord. Il y a très peu de Casamancés qui enseignent dans l'université de Ziguinchor. Bon, je ne dis pas ça pour m'en plaindre, nous sommes tous des Sénégalais. Mais ça nous ramène toujours à notre culture. Bon, quelque part, peut-être ils n'ont pas la même sensibilité pour transmettre le message, le contenu du programme, les orienter pour cette recherche de la paix, être des messagers de la paix. Merci en tout cas. C'est ce que je retiens de cette intervention pour ma part. Je vais donc passer la parole à notre frère, non moins qu'avancé aussi. Robert, je disais tout à l'heure, Robert, tu t'es trompé. Dans cette salle-là, si tu regardes bien, de l'Est Mamles Camara jusqu'à Alioune, tous sont casamancés. Ils sont venus ici par rapport plus à leur sensibilité casamancée que par rapport à leur citoyenneté sénégalaise. Ils ont là, même s'ils ne sont pas parfois natifs de ces dans cette salle-là. Je crois que vraiment il faut. Moi je pensais que cette tribune nous aurait permis le fait de transférer ces activités de Balagaï à Dakar, nous aurait permis de conscientiser les populations qu'on dit sénégalaises entre parenthèses du nord chez nous. Mais il y a toujours cette frontière. Aujourd'hui, c'est des gens sinon nés en Casamance, en tout cas, ou qui ont la sensibilité casamançaise, qui sont dans cette salle. Qui sont réellement convertis au fait qu'on ne peut pas développer le Sénégal sans avoir résolu ce problème de la Casamance. Moi, je l'ai dit, et j'étais l'invité, je crois, d'une de vos émissions, Mamles Camara, où je disais, tant qu'on n'aura pas porté par la conscience nationale, ce problème casamancé, on ne réglera jamais. Parce que la volonté politique ne sera pas là. Il faut quand même que ce débat devienne un débat national, il n'est plus tabou. Il faut que ça sorte des frontières de la Casamance, des amphithéâtres. Que ça devienne un débat. Aujourd'hui, ce n'est pas le problème économique, le développement qu'il faut mettre en débat. Certes, il faut la politique politicienne, il faut le mettre à l'écart. Mais le véritable débat aujourd'hui au Sénégal, que les politiques qui devaient être pleins dans cette salle, parce que c'est Balagaï. Quand ils ont besoin de Balagaï, Balagaï va les voir, mais aujourd'hui, ils sont tous là où ça veut. Parce que le président est dans la banlieue. Alors, on n'a pas d'auditoire qu'on souhaitait. Moi, je tenais à faire quand même cette remarque parce que ça me gêne. Il ne faut pas qu'on soit là à vase clos encore à parler entre nous. Moi, j'ai tellement entendu parler depuis 1982. C'est la même chose, on tourne. Les Casamance et les autres Sénégalais ne viennent à nous que quand ils voient leurs intérêts politiques. Excusez-moi, ça m'avait trop plein de cœur, il fallait que je profite de ce micro pour le dire.
Je vais commencer par remercier Balagaï, qui est un neveu. Je suis venu ici par amitié pour lui d'abord. Un homme d'une très grande politesse. Un grand lutteur qui a eu cette idée qui est une idée formidable, une bonne dérive quand même pour aux sportifs, de rassembler les gens, de parler de développement, de parler de paix, de parler d'éducation. Et le seul fait effectivement que des gens qui ne se voient pas depuis très longtemps se retrouvent ici, de mon point de vue, c'est un impact, un bon résultat, très bon résultat déjà qu'il faudrait applaudir. Moi, je n'ai pu participer au panel de ce matin parce que quand même, depuis le début de cette histoire, les gens qui sont là, pour quand même témoigner, on est impliqués, notre organisation a été impliquée, pour dénoncer d'abord les violations des droits humains parce qu'il y en avait beaucoup. Et ce n'était pas facile à l'époque, même de le dire. Et c'était même difficile, effectivement, quand on avait un certain nom de famille, de pouvoir circuler. Et vraiment, nous sommes fiers, nous, à la radio à l'époque, d'avoir contribué à dénoncer tout cela. Mais quand même, quand on regarde ce qui se passe en Casamance, moi je viens d'ailleurs, je ne circule pas en Afrique. Et quand on regarde effectivement que vraiment certains crimes épouvantables qu'on voit ailleurs, on ne voit pas ça en Casamance, on doit se poser la question de savoir pourquoi. Il est bon qu'on sache pourquoi ce qu'on voit ailleurs, génocide, crimes épouvantables, qui sont faits souvent, c'est vrai, par des groupes armés, également par des armées régulières, par des États qui ont signé des conventions. On ne voit pas trop ça en Casamance. Il faut qu'on se demande pourquoi. Mais il y a une réponse. La réponse, c'est l'éducation. Effectivement, quand vous êtes bien éduqué, il y a des limites que vous ne pouvez pas franchir dans l'innommable, dans les atrocités. Il y a des choses qui vous retiennent. Je dis, pour ça, il faut dire que l'éducation déjà, c'est la meilleure façon de prévenir les conflits. Et quand on regarde les pays où il y a les conflits les plus durs aujourd'hui, je dirais en Afrique, au nord du Nigeria, avec beaucoup d'Arabes, quand vous regardez, c'est des gens qui n'ont pas été éduqués. C'est vrai, vous avez une élite bien éduquée qui a été formée ailleurs. Et c'est pour ça aussi, les gens qui viennent nous proposer des universités avec des packages, ils nous ouvrent des instituts, qui restent pendant 10 ans et qui vous forment des bombes humaines. Il faut qu'on se pose la question parce que il y a des pays où on a vu cela. Parce que quand même, il y a des cultures qu'on n'a pas connues. Il y a des choses qui sont totalement inconnues par les Africains qu'on voit aujourd'hui. Parce qu'effectivement, quand vous avez vos écoles coraniques, etc. Et les gens ne sont pas formés, des fois, ni par rapport à l'islam, ni par rapport à autre chose. Donc, c'est des têtes qui sont réceptives à des idéologies mortifères qui sont totalement méconnues chez nous. Et quand on va au Nigeria, au Nord Cameroun, Niger, Difa, au Tchad, c'est cela. Mais quand on regarde même ce qui se passe en Belgique, en France, et qu'on regarde les franges qui sont les plus sensibilisées sur ces questions et qui interviennent, c'est toujours, quand vous regardez un tout petit peu, c'est là où il n'y a pas d'éducation, là où il n'y a pas de culture, là où il n'y a pas de social, et là où il y a de la discrimination aussi. Parce que aussi la discrimination chez nous, on néglige. Les marginaux, on les néglige. Et il faut effectivement rappeler, comme Tianté l'a dit, quand vous avez également une vision de l'éducation, c'est une vision de l'après-éducation.
Et regardez un peu ce qui se passe aussi quand notre jeunesse circule un peu. Et ce qu'ils font. Comment ils meurent. Méditerranée. Maintenant c'est un cimetière marin. Le désert. Donc il y a une frange de jeunes. En réalité, l'objectif, c'est Baza ou Baza. Quitter. Par tous les moyens et à n'importe quel prix. Je pense que quand vous avez une jeunesse quand même qui a cet état d'esprit. C'est les nomades. Partout ailleurs sauf l'Afrique. Quels que soient les moyens. Vous avez une deuxième jeunesse aussi. C'est ceux qui ont les kalash. Dans les groupes armés. Désespérés. Vous allez, c'est partout comme ça, hein, un peu dans l'Afrique, et vous regardez même les gens qui interviennent, les bombes humaines, vous regardez les âges. Maintenant même c'est pire, parce que les gens utilisent même des enfants, hein, des almoudeux. Sur les 46 qu'on a comptés au Cameroun, pratiquement la moitié c'était des enfants qui étaient transformés en bombes humaines. Et ça rend fou les militaires quand vous les rencontrez sur place. Dès qu'ils voient les talibés, ils commencent à, comment dirais-je, voilà, à hystérie. Donc, et maintenant, troisième frange, c'est les révolutionnaires. Vous les avez vus ici, hein? Il y en a marre, pas les citoyens. Vous avez aussi Lucha. Et un peu partout, il y en a qui ont réussi, ceux qui n'ont pas réussi. Si vous allez au Togo, il y en a, au Niger, il y en a, au Tchad, qui n'ont pas réussi à changer les choses. Ceux qui restent, qui disent, bon tiens, écoutez, les citadelles de la peur, de la tyrannie, on les attaque aussi. Ils n'ont pas eu réussite. Donc, il me semble que la question de l'éducation, par rapport à la question de la sécurité, c'est une question centrale. Or, il y a énormément de failles, énormément d'instabilité, pas seulement ici chez nous, mais quand vous regardez chez nous, quand même la manière dont c'est géré, on doit se poser des questions. Quand on voit également sur cette question qui est stratégique et centrale, qu'il n'y ait pas beaucoup de, comme on dit, de dialogue, de discussion, pour voir même aussi bien dans l'élaboration des politiques initiales jusqu'aux évaluations. Je pense qu'il faut impliquer les enseignants. Ils ne doivent pas être une catégorie à part. Ils doivent être dedans. Discuter avec eux de tout. Essayer de trouver des terrains d'entente. Et ça, vraiment, ça manque terriblement en dépit de tous les organismes de régulation qu'on a eus et qui n'ont pas pu trouver de solution. Quand on regarde le Sénégal avec tout de même ces élites, ces intellectuels et tout, quand on a vu qu'au sein de l'État et des organismes de régulation de l'État, personne n'a pu trouver de solution pour qu'on aille voir des gens qui sont à l'extérieur pour dire fait, il faut qu'on se pose des questions aussi. Il faut qu'on se pose des questions parce que aussi il y va de l'avenir de l'éducation. L'éducation et la culture, je pense que c'est un coup pas tout de même, sans éducation avoir la culture et sans culture avoir l'éducation. Ça va de pair. C'est pour ça que je suis d'accord avec Bala tout à l'heure pour dire que la prochaine fois, il faut impliquer la culture. C'était tellement important du temps de Senghor qu'en réalité, c'était lui, à l'époque, le véritable ministre de la culture. Les autres, ils étaient délégués, mais c'est lui personnellement qui prenait les choses en charge, qui gérait les choses à partir de la présidence, comme le Festival mondial des arts nègres. C'était une affaire de Senghor. C'est bon qu'on dialogue, parce qu'effectivement, il faut aussi, bien sûr, le dire qu'il y a des ruptures assez profondes dans notre société sénégalaise aujourd'hui. Sur un certain nombre de questions qui sont des questions clés, qui peut-être à l'avenir peuvent amener des problèmes. On suit le débat dans Internet sur des questions telles que la laïcité, telles que la place de la religion dans la société, sur également l'avenir de la démocratie sénégalaise. Je pense que sur toutes ces questions qui sont des questions fondamentales, sont des questions qui sont liées à la paix, à la sécurité et à la stabilité. Et au centre de tout,
il nous semble que la question de l'éducation est une question primordiale. Donc je soulève un tout petit peu cette question pour qu'on puisse en discuter ici chez nous et au Sénégal, et je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Aliou. Donc, je pense que l'espace de commentaires, vous l'avez bien abordé. La question de l'éducation reste centrale, surtout si on l'associe avec la culture. Je pense que ce qui nous sauve ici, c'est 30 ans de conflit, mais on n'a pas été plus loin. On ne se tue pas entre nous. Et quelque part, on a ce fondement culturel d'abord, qui fait qu'on est tous parents. Qu'on soit Diola, qu'on soit Mandin, qu'on soit Serer, peu importe, pourvu que tu sois Casamance. Nous sommes Casamance. Le Casamance, c'est cette hospitalité d'ailleurs qui s'est transformée un peu en problème après. En fait, c'est ça notre manière de... Nous sommes un peu la synthèse du Sénégal, pour ne pas dire de l'Afrique. Nous sommes la synthèse de l'Afrique, mais nous avons pris les valeurs positives de cette Afrique. Et en les intégrant, chacun restant dans ses certaines identités qui nous distinguent les uns des autres. Mais moi, en tout cas, je me considère plus comme un Casamancé d'abord, avant de me considérer comme un sorcier. Et je crois que tous ceux qui sont là, c'est un peu comme ça. Je ne connais pas le Yola, la preuve. Mon meilleur ami au Sénégal, c'est le Yola. Donc, vraiment, j'ai jamais. Mais encore que, bon, on a quand même quelques facettes différentes, mais c'est un ciment commun, je crois que c'est ça. Mais il est vrai que le Casamance a toujours une propension à aller vers le savoir aussi. Il l'a dit, j'ai oublié de le rappeler tout à l'heure. Les grands, les plus grands politiques, n'est-ce pas, les Badian, les Boudjalo, c'était des enseignants, des instituteurs qu'on respectait, parce qu'ils avaient cette ouverture également. Et ils étaient sénégalais, et c'est pourquoi ils ont créé le RFDC. Ils ne comprennent pas que les autres sénégalais les marginalisent dans leur droit à être sénégalais. Et c'est ce qui s'est transformé en ce monstre maintenant qui est devenu la réclamation de l'indépendance. Bref. Donc vraiment, je vous remercie. On a un fondement qui nous permet de ne pas aller trop, de ne pas tuer. Nous, on ne sait pas tuer. On est musulmans, chrétiens, on ne peut pas tuer comme ça, gratuitement. Parce que quelqu'un, il n'est pas mon parent, il est Tutsi, il est Hutu, et quelque part il est, je ne sais pas, on est endoctriné par la religion. La religion pour nous, bon, c'est bien, ça nous amène au paradis, mais pas de cette manière avec une bombe. Bref, donc vraiment notre culture, plus que notre éducation à mon avis, qu'on partage avec les autres. C'est fondamental de dire à une culture d'ouverture, à cette éducation de base qui fait qu'on se reconnaît tous comme des cadres. Merci. Alors donc, je vais passer la parole à notre jeune étudiant, Kekeno. Parents qui ont effectué le déplacement de Ziguinchor à Dakar, mais aussi à tous ceux qui ont répondu présent à l'appel de Balagaï. Balagaï, notre champion, qui a donné au Kekendo la chance aujourd'hui de prendre la parole devant une assemblée pour parler du processus de paix en Casamance. La jeunesse de Casamance représente près de 50%. Mais dans tout processus, que ce soit le développement, que ce soit les différents aspects ou bien les différents secteurs qui sous-tendent le développement de la Casamance, cette jeunesse est oubliée. Depuis ce matin, nous étions dans la salle
mais je n'ai vu en aucun moment du déroulement des débats que la question de la jeunesse, qui est enrôlée aujourd'hui dans le maquis, mais aussi enrôlée aujourd'hui au niveau de l'armée sénégalaise et qui mène et anime aujourd'hui cette mêlée qui est le conflit casamançais. Je n'ai pas vu en aucun moment la question de la jeunesse être abordée. Comme cela, je vais revenir à un aspect qui m'a marqué tout à l'heure lors des présentations, c'est-à-dire le choix des mots. C'est un terme prononcé par le ministre M. Robert Sané. Le choix des mots dans les débats. Et ce matin, le gouverneur nous a parlé et dans son discours, il nous a montré un peu la démarche du GRPC. Et il a dit que ils ne veulent pas au moins faire des discours à la sénégalaise. Un terme que j'ai retenu. Ils ne veulent pas que le maquis continue à au moins verser une seule goutte de sang d'un Sénégalais. On ne demande pas à ces Sénégalais d'y croire. La terminologie revient et la définition du terme sénégalais. Qui est sénégalais d'abord? En cela, je me réjouis un peu de la reformulation apportée par M. Dianté par rapport au sujet, à savoir si l'on pouvait parler de regard croisé sur le processus de paix et de reconstruction du développement en Casamance. Et on ne peut pas, nous étudiants, aborder la question de l'éducation dans le processus de paix sans pour autant faire un diagnostic sans complaisance de cette situation de processus s'il en existe bien un processus. J'ai discuté avec les organisateurs de cet événement et mon avis, qui n'est rien d'autre que le message porté par le Kekendo qui est l'association des étudiants pour le développement de la Casamance, AEDC, qui se veut un cadre unitaire pour les frères et sœurs de Casamance qui arrivent à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Mis en place en 2002 par nos anciens, qui étaient un peu frappés par le traumatisme du bateau de Diola, et qui ont trouvé normal de mettre en place un cadre unitaire pour la défense des intérêts des fils de la Casamance qui font plus de 650 km pour arriver à l'université de Dakar et vivent dans des conditions précaires où vraiment l'insertion sociale, les difficultés de l'insertion sociale sont les premiers facteurs de l'échec que nous sommes en train de subir depuis des années. À cela, je reviendrai au sujet regard croisé sur le processus de reconstruction de la paix en Casamance et je vais notifier les deux termes qui m'ont permis d'aborder la question d'abord du processus de paix avant de parler de l'éducation, à savoir les deux mots regard croisé. L'on est arrivé à écouter des intervenants depuis le matin et chacun a donné son avis ou bien a expliqué son action sur ce qu'il est en train de faire dans ce qui est convenu d'appeler le processus de paix en Casamance. Les étudiants ont travaillé depuis que Bala nous a invités à participer à cet événement et notre cellule scientifique a produit un document qui d'ailleurs a fait objet d'un travail avec des journalistes écrivains de la Casamance et dont je peux citer René Capin-Bassem, je peux citer Idrissa Sané, je peux citer Ousmane Tamba. Et cette communication aborde un peu la question du processus de paix en Casamance des débuts à nos jours. Ça, c'est pour mieux comprendre qu'est-ce que le processus d'abord, qu'est-ce que les gens sont en train de faire depuis l'éclatement de la crise. Et notre introduction, processus de paix en Casamance, un éternel recommencement, va vous plonger dans un univers de découverte des agissements des uns et des autres dans ce qui est convenu d'appeler processus de paix en Casamance. Et j'aimerais attirer l'attention de toute la salle parce que nous, dans le Kekendo, nous en avons fait un cas d'école et on est très sérieux dans le processus de paix et surtout dans les préoccupations des populations de la Casamance. Donc depuis 34 ans, les populations de Casamance sont otages d'un conflit
qui oppose, il faut oser le dire, l'État sénégalais et le mouvement des forces démocratiques de la Casamance. Notre dernier voyage, le 20 janvier, à l'état-major de César Atoute Badiate, nous dit que ce mouvement garde toujours les mêmes principes, les mêmes orientations et les mêmes objectifs, à savoir l'indépendance et le développement de la Casamance, leur terre patrie. Ainsi, la crise qui éclata de 82 à la suite d'une marche pacifique des populations de Casamance s'intensifia avec la réponse militaire apportée à ce problème. Il a fallu attendre jusqu'en 90 pour que l'État prenne des initiatives en faveur d'une négociation avec le MFDC pour un retour, dit-il, d'une paix définitive en Casamance. Ainsi, du président Diouf au président Abdoulaye Wade puis Macky Sall, le conflit casamançais a enregistré non seulement une succession de médiateurs, mais également de commissions de recherche de la paix. Malgré leurs multiples démarches et tentatives en faveur d'un retour à la paix, la crise perdure avec invariablement des moments de haute et de basse intensité, ayant abouti à nos jours à une situation de ni paix ni guerre. Donc c'est à partir de 89-90, au moment où le conflit a connu un pic de violence, que l'État, pour mettre un terme à cette situation, opta pour une première fois pour une démarche pacifique, en choisissant pour cette fois la négociation et le dialogue en lieu et place de la répression et de la lutte armée contre les combattants du MFDC. Et au départ, il faut souligner qu'il n'y avait pas de combattants. C'est après la marche du 26 décembre 1982, la répression brutale des forces de l'ordre, que les gens sont arrivés à se réfugier dans la brousse et à se constituer comme maquis pour ne pas revenir en ville et être attrapés ou bien arrêtés sans qu'il y ait au moins une investigation au préalable qui prouve que vous avez participé à des actes de contre, vraiment, qui sont contraires à ce que les normes ont établi. Et c'est donc en 90 que le processus de paix est enclenché sans jamais enregistrer un résultat probant. Les quelques lueurs d'espoir des populations s'étaient fondées sur des accords les plus souvent mal négociés et invariablement remis en cause quelque temps après leur signature. Ainsi, du régime de l'ancien président Diouf à celui actuel de Macky Sall, la situation reste la même. Voici donc bientôt 35 ans que le processus de paix demeure toujours infertile, malgré une litanie de facilitateurs et de M. Casamance. Sous le président Diouf, dans le cadre de la recherche de la paix, il décida alors de confirmer Marcel Bassène, qui déjà s'activait dans le dossier et qui avait très bon constat et qui avait fait un très bon constat avec certains chefs du maquis à l'époque au poste de chargé de commission et coordonnateur des initiatives de paix en Casamance le 26 juin 1991. Faisant de lui le véritable premier M. Casamance, chargé de négocier avec les combattants du MFDC, ce dernier s'est appuyé avec un groupe pour négocier avec les combattants du MFDC. Le groupe de Marcel Bassène a réussi à convaincre le MFDC de signer avec l'État à Toubacouta en 1991 le premier accord de cessez-le-feu qui sera suivi par celui de Bissau le 31 mai 1991. Mais figurez-vous que cette démarche noble d'un Casamance pour arriver à une paix définitive a donné un grand fruit qui est devenu un grand président du Sénégal, c'est-à-dire le président Abdoulaye Wade, qui à travers cette action, parce que les Marcel Bassène étaient des députés du PDS, mais qui ont eu à démarcher toute cette action qui a mené le gouvernement de Diouf à arriver à une négociation. Il était intégré dans le gouvernement de Abdou Diouf comme ministre d'État. Et Marcel Bassène a été mis dans le comité de consolidation du processus de paix en Casamance après tous ses efforts avec son groupe. Craignant qu'il en fasse une récupération sur le plan politique, Abdou Diouf décida alors d'impliquer d'autres négociateurs parmi son proche entourage. Il nomma en 1993 un chargé de mission coordonnateur des initiatives de paix à la présidence de la République en la personne du général Doudou Diop, son chef d'état-major particulier. Cette commission était composée des messieurs Doudou Diop, de Mamadou Niang, de M. Hassan Seck et de Robert Sagnan ici présents dans la salle,
à l'époque maire de Ziguinchor et ministre. Dès lors, Marcel Bassène vit ses prérogatives progressivement diminuées avec un partage des rôles avec M. le ministre Robert Sani. À la suite de ce comité, il y a eu plusieurs autres structures et initiatives de recherche de la paix en Casamance, telles que l'implication dans le cadre de la recherche de la paix des organisations des femmes de la religion traditionnelle, comme ce fut le cas de celle du Boussana Kassa, dénommée antenne à cause de leur proximité avec l'antenne radio de Koloban au quartier de commune de Ziguinchor. La mise en place du comité clérical qui a démarché la signature d'un cessez-le-feu le 8 juillet 1993 entre l'État et le mouvement des forces démocratiques de la Casamance et le voyage en France du bureau national du MFDC avec l'appui d'André Levin, alors ambassadeur de France au Sénégal. Le recours à partir de 1991 au cousinage entre Diola et Serer à travers l'association culturelle Agen Adjambon comme vecteur de recherche et de paix. La mission d'observation et de consolidation des accords de paix fut créée pour consolider les acquis de cette rencontre. La rencontre pour la première fois le 22 janvier 1999, soit 16 ans après le début du conflit entre le président Abdou Diouf et l'abbé Diamacoune Senghor à la gouvernance de Ziguinchor en présence de l'ambassadeur de France André Levin. De ces aventures entre Abdou Diouf et le secrétaire général du mouvement résulteront les rencontres de Banjul 1 du 21 au 25 juin avec pour objectif de réunir le MFDC. La rencontre de Banjul comprenait une délégation des membres du MFDC, des gouvernements sénégalais, gambiens et bissau-guinéens. Mais après Banjul 1 intervient des élections présidentielles en 1999, remportées par le président Abdoulaye Wade. On retiendra de l'implication personnelle du président Abdou Diouf son retentissement d'Ibonket pardonné en Diola, qui résonna comme un cri du cœur à l'endroit des combattants du MFDC, mais qui hélas n'eut guère de succès possible, puisque les hostilités sur le terrain ne cessent de continuer. Du temps du président Abdoulaye Wade, dès son accession au pouvoir en 2000, le président Wade, comme quelqu'un l'a soutenu ce matin, fixa un délai de 100 jours pour trouver une solution définitive à la crise et opta pour une négociation directe et sans intermédiaire avec les combattants et lui. En conséquence, toutes les structures de négociation existantes furent dissoutes, remettant ainsi en cause certains acquis pourtant importants et déterminants dans le cadre de la recherche de la paix en Casamance. Il crée en 2000 la commission de gestion de la paix avec à sa tête le général Momodou Niang, secondé par le ministre Youba Sambou, originaire de la Casamance. Des différents acquis de ce comité, on peut citer entre autres l'organisation le 16 décembre 2000 d'une cérémonie protocolaire entre le gouvernement et le MFDC en vue de la reprise des négociations en faveur du retour de la paix en Casamance et la rencontre le 25 décembre 2000 à Ziguinchor pour la définition de différents points de discussion entre l'État du Sénégal et le MFDC. Donc la rencontre de Gambie, du 3 au 5 janvier 2001, réunissant les différentes factions du MFDC, en vue d'adopter une position commune pour les négociations avec l'État du Sénégal. Ainsi, la signature le 16 mars 2001 du premier accord de paix entre le gouvernement de l'alternance et une partie de l'aile politique interne du mouvement des forces démocratiques de la Casamance. La tenue de Banjul 4 le 4 juin 2001 et celle de Banjul 5 le 6 août 2001 qui a consisté à des assises internes du MFDC ayant abouti à la création d'un poste de président et à la nomination d'un nouveau secrétaire général en la personne de Jean-Marie-François Biagui parce qu'une partie de la délégation du MFDC a souhaité que l'abbé se limite au rôle de président d'honneur du mouvement. Une autre commission est créée en 2002. Elle avait pour mission de continuer à engager des négociations de paix en Casamance sous la conduite d'Abdoulaye Faye, alors deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. L'un des principaux acquis de cette structure est l'organisation le 1er septembre au 6 octobre 2002 des assises Casamançaises pour la paix définitive en Casamance. Mais tout comme le précédent comité, celui-ci fut dissous pour céder la place à la commission dirigée par le général Abdoulaye Fall, secondé par le chargé de mission à la présidence de la République, Latif Haïdara. Son premier résultat est d'être parvenu à réconcilier Sidi Badi et l'abbé Diamacoune le 16 janvier 2002 à la gouvernance de Ziguinchor. Ils ont également reçu beaucoup d'autres initiatives en renforçant les contacts entre l'État et le MFDC.
Leur effort a abouti à l'adoption de la loi d'amnistie du 21 juillet 2004, puis à la signature des accords de paix le 30 décembre 2004 à Ziguinchor entre l'État du Sénégal et le MFDC. Ces accords seront suivis 2 mois plus tard, précisément le 26-27 février 2005, de la signature du protocole d'accord de paix entre le MFDC, l'État et la société civile dans toutes ses composantes à Foundiougne, en terroir sérère. Et d'ailleurs, la radio s'était présentée comme garant de ces accords pour pouvoir au moins veiller à ce que les engagements arrêtés là-bas soient au moins concrétisés par les 2 parties prenantes. Et en 2012, on était confronté à l'université chez Anta Diop de Dakar à un problème de réinsertion des anciens combattants du MFDC qui, après 9 ans de service au COUD, ont été boutés de leur travail. Et c'est ainsi que l'association que j'ai l'insigne privilège de diriger aujourd'hui a mené la lutte pour demander à ces autorités si vraiment s'engager dans un processus, arrêter des décisions avec une partie prenante et ne pas respecter ces décisions à la longue, est-ce que ça constitue un garant pour ce processus-là? Et c'est là-bas que l'ancien directeur Diouf a eu l'intelligence de rappeler ces derniers, et aujourd'hui, ils ne travaillent pas sous contrat, mais ils sont embauchés au COUD et participent à tout le monde. Je reprends donc mon propos. Donc le dossier fut confié alors à l'ex-président du Conseil de la République pour les affaires économiques et sociales. Nous avons tous entendu parler du CRAES avec Baye-Jacques Diop, qui s'est vu décerner pour un très court temps le titre de Monsieur Casamance par le chef de l'État Abdoulaye Wade. Il avait pour rôle de consolider les acquis nés de ces accords cadres de Foundiougne 1 et de créer les conditions des assises de Foundiougne 2 qui devraient officiellement se tenir le 27 et 29 décembre 2005. Elles n'auront jamais lieu parce que les combattants du Front Sud ont demandé le report des assises de Foundiougne à une date ultérieure pour se donner le temps de se préparer. Mais le mandat de Baye-Jacques Diop n'aura pas été de courte durée, juste le temps d'une visite éclair à Ziguinchor, ponctuée par des rencontres avec Abdoulaye Diédhiou, héritier de feu Sidi Badji, l'abbé Diamacoune Senghor, secrétaire général du MFDC, et Daniel Diatta, bras droit de Jean-Marie François Biagui. Son sort sera d'ailleurs définitivement scellé par l'avènement de Farba Senghor, qui lui succéda dans son rôle de M. Casamance par la volonté du président Wade. Sur le terrain, Farba s'appuie sur les sages du département de Bignona qui s'étaient regroupés à Katak, une localité de Fogny-Diaban située dans l'arrondissement de Diouloulou. Sous son influence, le président Abdoulaye Wade avait reçu, le 17 novembre 2006, au Palais de la République, une délégation de ses sages de Casamance, conduite par Samsidine Nema Haïdara, qui lui promit de s'engager pour le retour d'une paix définitive en Casamance. Cependant, leurs démarches vont très vite se freiner par des événements malheureux avec l'assassinat le 30 décembre 2006 de El Hadj Omar Lamine Badji, président du conseil régional de Ziguinchor, à son domicile à Sindian, et le rappel à Dieu 2 semaines plus tard, le 13 janvier 2007, de l'abbé Augustin Diamacoune Senghor, leader charismatique du MFDC et principal interlocuteur avec l'État du Sénégal. Tenant toujours à jouer son rôle de démarcheur pour la paix, Farba a redynamisé le comité des sages qui se trouvait dans l'impasse. Après l'assassinat de son principal animateur, Samsidine Nema Haïdara, chargé de mission du président de la République pour la recherche de la paix en Casamance. Ce dernier est à son tour assassiné quelques mois plus tard. Il décide, avec ce qui reste du comité des sages, de poursuivre le travail entamé avec cette fois-ci la collaboration de Moustapha Bassène. Néanmoins, Farba aurait réussi à convaincre plusieurs jeunes combattants à renoncer à la guerre, à quitter le maquis et à les aider à se réintégrer dans la société. Après Farba Senghor, la paix pendant une courte période fut traitée par le colonel à la retraite Narngom en collaboration avec Cheikh Pape Mohamed Ndiaye, marabout de Fatick, et Aziz Mbaye, correspondant de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH, à Ziguinchor. Pour le président Macky Sall, de 2012 à nos jours, la majorité des observateurs affirment que le président Sall est sans aucun doute le président le plus chanceux pour ce qui est de la recherche de la paix en Casamance.
Ces derniers soutiennent que c'est sous son règne que le MFDC dans son ensemble s'est dit disposé à négocier. Aussi, c'est le premier président qui, en plus de tendre la main au MFDC, ne s'est pas fait de fixation sur le lieu de négociation. Contrairement à ses prédécesseurs, il a déclaré être prêt à rencontrer et à dialoguer avec le MFDC partout où il le souhaiterait. Dès son avènement, il est constaté une mise à l'écart de M. Casamance sur lesquels s'étaient basés ses prédécesseurs. Mais le phénomène de M. Casamance ne s'est pas estompé car le régime de Macky dans la gestion du processus de paix est marqué par aussi le retour de Robert Sagna dans la recherche de la paix, même s'il refuse de porter le titre de M. Casamance. Le repositionnement ou la tentative de repositionnement des femmes à travers aussi la plateforme des femmes pour la paix en Casamance qui depuis sa création est en train de réclamer aux autres autorités son implication directe sur tout ce qui se rapporte au processus de paix en Casamance tout en exigeant sa place au niveau de la table des négociations. Elles seront rejointes en cela par la coordination des élus locaux de Casamance qui comptent apporter leur pierre dans la recherche de la paix en Casamance. Dans cette même lancée, l'architecte Pierre Atepa Bougabi a manifesté son vœu de contribuer à la recherche de la paix en créant aussi toujours ces initiatives dans le cadre de la réussite du retour de la paix en Casamance. Il y a entre autres Mme Amsatou Sow Sidibé, ministre qui a affirmé au effort de faire de la paix en Casamance son affaire personnelle. C'est également sous Macky que de façon directe, les nations étrangères se sont directement impliquées dans la recherche de la paix en Casamance, dont les États-Unis en premier à travers la nomination d'un conseil spécial pour la Casamance. Le conseil spécial pour la Casamance qui était là, Marc Boulouet, on a eu l'occasion de le rencontrer lors d'une visite à Mangoupro, où il s'était agi un peu de discuter sur la question de l'unité au sein du mouvement des forces démocratiques de la Casamance. Il y a aussi la présence de la communauté San Egidio, appuyée et de l'appui annoncé de l'ambassadeur du Canada et l'arrivée d'un groupe originaire des îles Comores. Tous ces acteurs cités sont sur le terrain, en train d'évoluer chacun de son côté. Cependant, aucun n'est encore parvenu à un accord probant. Mais retenez que chacun a sa démarche, sa logique et ses orientations. Donc, les points communs de ces trois régimes. Il existe une certaine constance, malgré quelques légères différences dans la façon de gérer le dossier dans les trois régimes. Parce qu'à Bidou, on a remarqué une succession d'acteurs avec des résultats sans gros impact sur le processus de paix. Et pour ce qui est des pourparlers avec l'aile combattante, son principal interlocuteur était Kamungé Diatta, alors commandant de la zone nord de Yakaï. Et tantôt, monsieur le ministre nous a bien signifié que c'est Sidi Badi qui lui a donné l'instruction de mettre en place le camp Yakaï. Sidi Badi était le précurseur du mouvement Atika, qui est la bande armée du mouvement des forces démocratiques de la Casamance. Sous Abdoulaye Wade, une longue liste d'acteurs sans succès probant, même ces fameux accords de paix de 2004 n'ont pas eu l'effet escompté avec l'aile combattante. Son interlocuteur privilégié était César Atoute Badian. Pour Macky Sall, contrairement à ses prédécesseurs, on note à la fois dans le dossier la présence de nombreux groupes d'acteurs et de facilitateurs nationaux et internationaux, dont certains sont de manière consciente ou inconsciente en train de lui fabriquer son Salif Sadio comme principal interlocuteur. Mais le dénominateur commun à tous ces régimes demeure le manque de vision et de détermination d'un réel contenu de processus de paix. Parce que de 82 jusqu'à maintenant, aucun document cadre qui donne les orientations aux différents parties prenantes ou bien aux populations directement touchées par le conflit n'est élaboré pour nous dire, population de Casamance, voilà ce que nous allons faire pour vous. Donc ce qui est désolant chez ceux qu'on qualifie des fois de M. Casamance est que jamais un seul d'entre eux n'a obtenu un succès probant. Certains ont réussi en totalité, en partie, à convaincre des combattants à déposer les armes, mais jamais ils ne sont parvenus à récupérer des mains de ces 10 combattants ou de démobiliser les armes. Leurs efforts ont fortement contribué à mieux diviser, disent-ils, le MFDC, surtout en son aile combattante,
et à faire perdurer la situation de ni paix ni guerre qui donne l'impression que sur le terrain la crise est stabilisée et qu'en douce de véritables négociations sont en train d'être menées. C'est également une explication du fait que ce conflit qualifié de nos jours de basse intensité perdure encore en Casamance. Et lors de notre dernier voyage en Casamance, on a rencontré César avec, je dirais, la majorité des commandants de base de l'ELS qu'il est en train de gérer. L'on nous a fait savoir qu'aujourd'hui, la mission fondamentale de l'état-major, c'est d'arriver à une entente au sein du mouvement des forces démocratiques de la Casamance. Une entente que les ONG et les Moshe Casamance sont en train de vouloir gâter, soutient César Atoute-Badiate. Parce que récemment, l'on a vu la délégation constituée par Mme Yannick qui gère une ONG et qui a amené des soi-disant représentants du mouvement des forces démocratiques de la Casamance en Suisse pour un dialogue dans le processus de paix. Est-ce que l'État a un œil par rapport à ce qui se fait là-bas? Est-ce que l'État a envoyé des gens pour veiller à ce que les discussions soient tenues en de bons termes? On ne sait pas. Je finirai un peu par dire que ces démarches presque semblables, avec leurs limites malgré la succession de différents régimes, me font dire que depuis le début de ce processus, les populations sont en train de vivre un éternel recommencement des événements et activités en ce qui concerne le processus de paix en Casamance. Et de grâce, je demande à tous ceux qui se sont engagés, de près ou de loin, à apporter une quelconque aide aux populations qui sont en train de souffrir en Casamance, de le faire objectivement et surtout de réserver une place de choix à la vie. Voilà ce que notre éducation nous a apporté dans ce qu'on devrait au moins apporter comme contribution dans le processus de paix en Casamance. Je vous remercie. Merci, M. Bachir. Je crois que votre une véritable conférence cathédrale, vous avez plongé. Je crois que vous pouvez en faire une thèse. Mais encore que, bon, vous avez... Donc, ça peut faire l'objet d'un comité qui est susceptible d'être soumis à lui. Il va probablement chacun y trouver un peu son caillou, quoi. Chaque membre du jury va y trouver son caillou. En tout cas, bravo. Les jeunes qui observent froidement la situation et qui n'ont pas à tenter en se projetant peut-être avec des analyses croisées. Je pense que vous avez eu des consultants et qui ne sont pas toujours très neutres, à mon avis, dans leur jugement. Donc, je pense que, en tout cas, c'est bon que des jeunes, vous avez rappelé qu'on n'ait pas cité la jeunesse, le rôle de la jeunesse dans le conflit de la Casamance, dans le processus. C'est pourquoi je pense que c'est bien que vous soyez intervenu au niveau de l'éducation, mais on aurait pu vous mettre carrément comme introducteur de ce symposium. Parce que vous devez jouer un rôle central. À chaque génération, sa mission. Et j'espère que le Kekendo sera à la tête de cette élite. Nous avons notre mot à dire.
la société politique casamançaise qui va nous conduire à cette paix définitive pour la Casamance. C'est ce que nous prions. C'est Sissoko qui va résumer la communication de M. Amassi, qui est un enseignant marcandi philosophe. Et merci beaucoup. C'est vrai, moi j'ai travaillé beaucoup dans le comité scientifique et nous avons changé mais par axe, parce que ça c'est notre deuxième symposium. Le premier symposium qui s'est tenu à Ziguinchor, c'est sur les approches et les options pour la résolution du conflit. Je crois que dans les activités de Balagay, les symposiums occupent une place de choix. On ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout faire à notre symposium. On choisit des thèmes. C'est sûrement l'année prochaine peut-être, on sait bien, parce que ce symposium-là, on l'a tenu à Dakar, puis ça sera à Saint-Louis, pourquoi pas à Tambacounda, où je suis originaire. Donc, là, on va aborder d'autres thèmes. Alors, et si je cadre un peu ce qui a été dit, c'est que nous avons dit de 2012 à 2020. Tout ce qui a été dit, ça a été déjà dit. Tout ce qui a été dit tout à l'heure, on l'a dit, ça a été écrit. On en parle dans les journaux et dans les histoires. Il y a des recherches là-dessus parce que moi, j'interviens un peu dans les stratégies de la communication. Enjeux comme perspective, on a travaillé avec une organisation gouvernementale de sécurité des Ziguinchor. Je viens à élaborer, beaucoup de gens en parlent des obstacles. Toutes ces thématiques-là sont développées. Alors, mais on embrasse beaucoup cette jeunesse-là parce que quelqu'un d'autre, je dis que le président, il est né dans ma main parce que j'étais professeur au lycée Guinabo, c'est moi qui l'ai encadré. Quand il était, n'est-ce pas, président du FOSC, en ce moment, j'étais professeur au lycée Guinabo. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris la parole. Nous vous encourageons, nous sommes là pour vous parce que le Sénégal, c'est vous, la Casamance, c'est vous. Merci beaucoup. Pour les recommandations, je ne vais pas prendre tout ce que Ahmad a dit, mon frère Ahmad a dit. Il n'est pas là parce qu'il est au GAC à Richard Toll. Il m'a envoyé sa communication, mais je vais simplement, en quelques mots, parler de ses recommandations.